Salut à tous et bienvenue sur Social Blog dans i24 News, le magazine de la street culture de la génération connectée du Moyen-Orient. Chaque semaine sur ce plateau, on décrypte en images tout ce qui fait bouger les sociétés. On en parle avec nos blogueurs aujourd'hui sur Social Blog. J'ai le plaisir de retrouver Myriam Chermer-Calfon du blog Notes sur Tel Aviv et également journaliste au Jérusalem Post. Merci d'être avec nous. Et face à Myriam, notre blogueur aux yeux bleus, Jérémy Brabé du site psartech.com qui parle justement de high-tech et d'impression 3D. Aux yeux rouges aujourd'hui. C'est vrai, vous pouvez commenter l'émission avec le hashtag blog24news sur Twitter. Une scientifique israélienne qui prédit l'avenir des talentueux youtubeurs saoudiens et le choix des blogueurs. Bienvenue dans Social Blog, sommaire en images. À seulement 27 ans, Kira Radinsky, une jeune scientifique israélienne, l'assure, elle peut prédire l'avenir à partir d'un algorithme. Portrait de cette jeune surdouée et débat sur le phénomène de la data. Satirique, drôle et caustique, les web-shows saoudiens collectionnent les millions de vues et en disent beaucoup sur les attentes de la jeunesse du royaume. Et nous finirons comme à chaque fois par le choix des blogueurs. Ça sera le coup de clic en fin d'émission. Et pour commencer ce social blog, petit tour du monde de l'actu décalé en 56 secondes. On se connecte tout de suite au 56K. À New York, une école de DJ pour enfants, et ce, dès l'âge de 3 mois, c'est la dernière tendance des parents hyper branchés. La formatrice pense que les chansons traditionnelles et les berceuses ne sont pas des défis suffisamment grands pour ces enfants qui se développent de plus en plus tôt. Les parents ont l'air de plus s'y plaire. Ils sont turcs, suédois ou autrichiens, les Instagrammeurs les plus influents de la planète étaient en Israël pour un voyage de 9 jours. Pour Instagrammer le pays, le concours Once in a Lifetime HD 2013 est organisé par Stand With Us pour faire découvrir Israël. Sur les comptes des 2 Turcs présents, beaucoup de commentaires positifs mais aussi du négatif. Ils l'affirment, ils ne sont pas là pour faire de la politique. Les parlementaires koweïtiens se penchent sur la question d'un radar à guet. Vous avez bien entendu, lors des demandes de visa, le demandeur devra se soumettre à un examen médical complémentaire. Les personnes identifiées comme homosexuelles ou transgenres se verront refuser l'entrée à tous les pays du Golfe. Certains pensent qu'il ne s'agit que de dissuasion. Myriam, votre choix parmi ces 3 infos? Les bébés DJ, c'est très mignon, c'est très américain aussi, on va toujours un peu trop loin, mais pourquoi pas, et si ça fait plaisir à tout le monde. Je crois que les parents s'amusent peut-être plus que les enfants là-dedans. Oui, visiblement, mais si ça développe l'oreille. Bon, allez. Ça se passe à New York. Jérémy? Alors moi j'ai choisi Stand With Us. Je trouve que c'est intéressant, ça permet de voir Israël sous un autre angle, pas celui des caméras de télévision et d'actualité, mais vraiment un angle plus personnel. Et c'est une opération qui avait lieu l'année dernière et qui a été renouvelée cette année. Je connais celle qui est l'une des créatrices de cette opération et qui a très bien fonctionné. Vous pouvez suivre ça sur Instagram, une autre manière effectivement de découvrir Israël. L'humanité a toujours rêvé de prédire le futur. Ce qui hier pouvait relever de la croyance, d'ésotérisme, devient aujourd'hui peu à peu une science. Tout cela grâce ou à cause du net. Kira Radinsky, une jeune scientifique israélienne née en Ukraine, est à l'origine d'un logiciel qui, à partir de milliards de données présentes sur le net, promet de prédire les plus grandes catastrophes à venir. Social Blog l'a rencontré, c'est le portrait de la semaine. Si une personne avait beaucoup de temps et lisait toutes les nouvelles et toutes les encyclopédies, que pourrait-elle conclure ? Une simple question qui a mené le professeur Kira Radinsky à être dans la liste très sélecte des inventeurs du MIT, le prestigieux award, et avoir la cote sur Google et Facebook. À seulement 27 ans, Kira a développé un système d'intelligence artificielle qui combine l'infini des informations présentes sur le net à des données historiques et des archives d'informations. Et le tout peut vous prédire tout simplement l'avenir. C'est une curiosité pour connaître toutes les réponses. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet. Je me suis rendu compte que nous pouvions utiliser toutes les informations accumulées sur les blogs, les tweets, les posts Facebook et Wikipédia. La base de données inclut des livres et des encyclopédies des 500 dernières années et tous les nouveaux articles publiés dans le New York Times depuis 1880. Elle inclut aussi des sources plus modernes comme Wikipédia, des millions de tweets et des recherches Internet. Alors je me suis demandé, comment pourrions-nous exploiter tout ça ? Essayons de prédire le prochain événement qui devrait se passer. Qu'est-ce qui va se passer ? À la fin, il y aura une machine à statistiques qui pourra nous donner de bonnes réponses. Google tente de trouver des informations existantes, nous essayons de créer de nouvelles informations.
On pourrait croire à un mauvais scénario de science-fiction, mais l'algorithme de Radinsky permet bel et bien de prévoir des émeutes, la mort et des éruptions de maladies, tout ça avec une précision de 70 à 90%. Au palmarès du logiciel, la prédiction d'une épidémie de choléra l'année dernière à Cuba, les émeutes en Turquie et le printemps arabe en Égypte. Mais les prédictions peuvent avoir une cote plus terre-à-terre. Elle a pu acheter un iPad moins cher après le tsunami au Japon. Le système a pu identifier aussi que certaines usines proches de la zone sinistrée produisent des pièces détachées pour l'iPad. Et il a prédit une réaction en chaîne. Quelques mois plus tard, le prix des iPads a augmenté. Kirgia est née en Ukraine et a immigré en Israël avec ses parents alors qu'elle était en maternelle. Elle a commencé à étudier à l'Institut technologique israélien, le Technion, à l'âge de 15 ans. Web entrepreneuse, pleine de succès, elle voit le web comme un outil qui peut identifier les dangers et aider les personnes. Quand vous regardez le profil Facebook des personnes qui se sont suicidées, vous pouvez y trouver des indices. Leurs amis arrêtent de communiquer avec eux, leurs statuts deviennent tristes. Peut-être pouvons-nous identifier tous ces signes à l'avance et empêcher des suicides. À travers son algorithme, cette jeune Israélienne pose une question à la génération 2.0. Comment aborder une masse d'informations dont l'humanité n'a jamais disposé ? Voilà, alors ce qu'on voit dans ce reportage de Liran Musli, c'est donc la science-fiction qui arrive désormais à devenir réalité. Jérémy, est-ce que, avant de démarrer le débat, vous pouvez nous faire une sorte de panorama des domaines dans lesquels on utilise la data, ces données ? Ça ne manque pas, hein. Par exemple, en météo, ça fait longtemps qu'on fait ce genre de prédiction. Il y a aussi en santé publique. Il y a la sécurité publique. En Angleterre, on utilise ça pour essayer de prévoir les crimes. Il y a la finance de marché, bien évidemment, et il y a aussi la politique, dernièrement les élections, notamment les élections présidentielles américaines où les résultats avaient plus ou moins été prévus. Alors là, ce sont les sondages, ce sont des choses plutôt classiques, mais là, le net est arrivé et donne des milliards d'informations. Qu'est-ce qui change à ce niveau-là ? Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir qu'il y a des domaines dans lesquels ça peut être positif et des domaines dans lesquels ça peut être un peu plus problématique. Si on parle des domaines positifs, on peut penser notamment à ce qui est lié aux sciences dures ou à des phénomènes physiques ou biologiques, par exemple la prédiction des ouragans ou la prédiction des... Kira Radinsky. Exactement. Et là où c'est un peu plus dangereux, c'est quand on essaye de prédire des comportements humains. C'est le problème de la prophétie autoréalisatrice. Dont a parlé Keynes, un économiste, et c'est illustré ce problème de la prédiction humaine dans, par exemple, Minority Report. Donc là, c'est quand ça touche aux élections, quand ça touche à la politique, quand ça touche à tout ce qui est policier, ou par exemple aux assurances. Les assurances maladie se servent de ce genre de logiciel prédictif. Là, on peut penser que ça devient dangereux. Myriam, est-ce que ça vous effraie ? Oui, je pense qu'on peut se poser des questions autour de ça. C'est une réalité, c'est un peu... Je peux pas ne pas vivre dans le monde dans lequel je vis, mais c'est vrai que dans le monde du journalisme, on le voit, on le sent très bien, ça a révolutionné le métier, et je suis pas sûre que ce soit pour le bien finalement, parce que d'un côté, on a désacralisé l'info, c'est-à-dire qu'on a des gens, on le sait tous, on est tous avec nos appareils photo, etc. Tout le monde est aujourd'hui reporter. Alors, on peut se dire, c'est l'exemple qui me venait en tête, l'année dernière quand on a eu l'opération Pilier de défense en Israël et que des missiles sont tombés en Israël, si on entendait une sirène et qu'on voulait savoir dans l'immédiat où est-ce que le missile était tombé, on ouvrait les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et pas les sites d'information, parce que c'est là que l'information arrivait le plus vite. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui se fait un relais de l'info. Donc c'est super, on peut dire les journalistes, ils ont beaucoup plus d'infos à partager. Tout le monde est un petit peu journaliste et l'info est partout. Oui, mais on est dans la course à la vitesse, puisque par définition tout le monde est dessus, et c'est pas toujours vérifiable. Aussi de se concentrer sur l'analyse, c'est ça ce qu'on attend d'un journaliste, et pas nécessairement d'être juste le... Une autre question sur la data, est-ce que c'est inévitable aujourd'hui de donner ces données personnelles et de lâcher de la data, comme on dit ? À mon sens, c'est inévitable dans la mesure où le modèle est le suivant. Beaucoup de services sont gratuits, on peut parler de Facebook, on peut parler de Google et de tous les autres services sur le net. En échange, on donne des informations qui permettent un ciblage publicitaire. On pourrait penser à un modèle autre, mais alors il faudrait qu'on paye. Et qui est prêt à payer pour Google ? Donc pour vous, c'est un accord tacite, c'est votre vie privée, vos informations contre de la gratuité. C'est comme ça que ça se passe. Myriam ? Je pense qu'on n'est pas obligé de jouer le jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'encore une fois, les plateformes nous proposent un deal. Effectivement, on l'accepte, comme tu dis si bien. On échange la gratuité contre de l'info. Maintenant, est-ce qu'on est obligé de mettre toutes nos vies sur les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on est obligé de participer à ça jusqu'au bout ? Je pense qu'il n'y a pas assez de conscience. C'est-à-dire qu'on jette des moments très intimes, on jette tout ce qu'on a
dans une espèce de sphère comme ça dont on ne sait pas ce que deviennent ces informations et on sait très bien que ça peut être repris à n'importe quel moment. Est-ce qu'on peut y résister ou est-ce que c'est totalement impossible aujourd'hui d'y résister ? C'est un choix de vie assez radical d'y résister. C'est pas avoir fait. Qu'est-ce que ça change ? Franchement, qu'est-ce que ça change ? C'est-à-dire que avoir une publicité plus ou moins, plus ou moins ciblée, mais bon, alors individuelle aussi, c'est un grand débat. Ça change pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire que le fait de mettre des photos ou pas des photos, fondamentalement. Moi, c'est vrai que j'avais envie de parler de ça. Récemment, on a eu les révélations comme quoi les Américains espionnent également les Israéliens. Donc, on a demandé aux Israéliens ce qu'ils en pensaient, et les Israéliens sont très blasés, effectivement, comme tu dis. De toute façon, c'est une réalité dans laquelle c'est rentré dans, oui, dans tout à fait, c'est normal, c'est évident. Je sais pas si c'est normal ou évident, mais ça change rien, quoi. On va un peu moins cibler la publicité, et alors. D'accord. Merci à vous deux. Le mouvement Women's to Drive a mis sur le devant de la scène les attentes de la jeunesse de la très conservatrice Arabie Saoudite. Une jeunesse connectée, active sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Le site de partage de vidéos est devenu un vrai terrain de jeu pour des séries humoristiques écrites et tournées par des jeunes Saoudiens. Au final, cela donne des millions de vues. C'est le post de Léa Robineau, mis en image par Raphaël Cohen. En Arabie Saoudite, le dernier phénomène pour la jeunesse, c'est ça. Des programmes YouTube comme Yad Baoun Broadcast Show, Ashkal Show et Altaïr font le plein de vues avec près de 9 millions de clics pour certains épisodes. À la base de ces vidéos, des groupes de jeunes saoudiens volontaires de la production à l'écriture en passant par la technique, une alternative aux médias traditionnels qui ne laissent que peu de place à l'imagination. Ils contournent la censure, le processus difficile de référence à la hiérarchie administrative et touchent la jeunesse avec un style direct et sans fioritures. Les sujets abordés, les problèmes sociaux, les décisions ministérielles et administratives ou la satire d'articles de journaux, une jeunesse saoudienne plus que jamais sur les réseaux sociaux. Elle est la plus connectée des pays arabes avec 91% des jeunes actifs sur le net. Conséquence, toutes les luttes sociales se téléchargent sur la toile. Ces jeunes citoyens ne rejettent ni la monarchie ni l'islam conservateur mais réclament plus de liberté individuelle et plus de justice sociale. Une lutte 2.0 incarnée dans les mots de cet activiste Mohamed Al-Ojaimi. Twitter est devenu notre parlement. Voilà le point sur ces séries qui font des millions de vues sur YouTube. Jérémy, en quoi cette jeunesse saoudienne est différente des autres jeunesses dans le monde arabe ? Alors, on peut séparer le Golfe du reste du monde arabe. La jeunesse saoudienne est soumise à un régime qui est théocratique. Donc c'est vrai que l'opposition n'est pas l'opposition face à un régime comme on l'a connu en Libye avec Kadhafi ou comme on l'a connu en Égypte avec Moubarak, mais c'est l'opposition à une tradition qui a plus de 200 ans ou presque 200 ans et avec aussi à Dieu, quoi. C'est un régime théocratique, donc ça change les perspectives. Et en plus, elle a quelque chose à perdre, c'est-à-dire que c'est une jeunesse qui, d'un point de vue économique, reçoit les miettes quand même du pétrole, et donc a vraiment Alors quelque peut-être chose... le niveau de vie, c'est quelque chose qui change pour les Saoudiens ? Oui, tout à fait. À savoir, est-ce qu'ils ont envie de révolutionner finalement un système qui marche ? On peut se poser la question, à savoir est-ce que... on est toujours un peu dans cette question de regarder le niveau socio-économique quand on a une révolution, et si on n'a pas un problème à ce niveau-là, il faut voir quelles sont les aspirations d'un pays, et on n'est pas forcément tous obligés d'avoir les mêmes aspirations. Il faut aussi être... surtout quand on voit ce qui s'est passé avec les révolutions en Tunisie, en Égypte, enfin on n'a pas l'impression vraiment qu'ils y aient gagné, et en Syrie... En fait c'est une révolution en douceur, c'est juste de petits sketchs, tout va très doucement. Il y a quand même beaucoup de vues, Rudy, il faut quand même dire 9 millions de vues pour un pays qui fait quoi, les 30 millions de personnes, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a quand même un besoin. C'est un besoin de faire bouger les lignes, mais pas forcément de tout révolutionner, c'est ça ? Non, visiblement, ils ne le souhaitent pas. D'accord, très bien. Merci à vous de tout ce qu'il ne faut pas manquer dans la blogosphère et sur le net, le tout sélectionné par nos blogueurs qui sont ici. C'est maintenant et c'est le coup de clic. Myriam, vous avez sélectionné pour nous, un site. Oui, alors s'organiser, c'est facile. Un blog d'une organisation. Pas forcément. Non, mais voilà, justement, pas forcément. Et ça correspond à notre sujet, puisqu'on a de plus en plus d'informations à gérer au quotidien, et je pense qu'on est tous un peu perdus. Et ce blog-là, c'est une mine de trésors et de bons conseils faits par une professionnelle française, vraiment que je conseille vraiment à tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut y trouver des conseils très précis pour ranger chez soi pour ranger chez soi, mais aussi pour s'organiser, pour savoir comment gérer un emploi du temps, pour savoir comment mener une tâche à bien. C'est les bases pour pouvoir gérer sa vie d'adulte, et je le conseille à tout le monde. Jérémy. Alors moi j'ai choisi Cool Israel, c'est un site un petit peu dans la même mouvance que cette opération de Stand With Us, c'est-à-dire que ça permet de voir Israël sous un autre jour, c'est des informations un peu plus sympathiques, ça change les perspectives. Uniquement positif ?
Ça dépend, mais en tout cas, ça permet d'entrer dans des sujets qui ne sont pas nécessairement présents à la télévision et dans les chaînes d'information. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un article qui vous a... Alors là, j'ai pas d'article qui me vient en tête, mais on traite beaucoup, par exemple, des Arabes israéliens sur ce site, et je trouve que c'est intéressant. C'est une partie d'Israël qu'on voit pas nécessairement. Très bien, et on en parle aussi beaucoup ici dans cette émission. Oui. Merci à vous deux, merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce magazine. Les liens de Myriam, les liens de Jérémy, leur blog, les coulisses de l'émission, tout ça, ça se trouve sur la page de Social Blog. N'hésitez pas à continuer le débat avec nous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour continuer de découvrir ensemble la nouvelle génération du Moyen-Orient. Et d'ici là, restez connectés.